Merci Marie-Josée pour cette introduction. Donc Marie-Josée reste en support technique, donc si vous avez des questions pendant ce webinaire, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Voilà, ou si des problèmes techniques, n'hésitez pas à faire signe à Marie-Josée. Donc on va commencer donc la présentation. Voilà, je pense que tout le monde voit. Donc déjà, la démarche prospective, en fait, sur les besoins en emploi et en compétences pour les salariés de la production agricole en Pays de la Loire. Donc, c'est une actualisation de la prospective qui avait été faite en 2013 à horizon 2020 par les partenaires sociaux réunis au sein de la Commission paritaire régionale de l'emploi en agriculture et qui avait missionné l'ANEFA, l'Association nationale emploi formation en agriculture des Pays de la Loire, pour réaliser cette étude. Donc là, on est sur l'actualisation à horizon 2025, sachant que donc, nous sommes une région, on fait partie des premières régions en termes d'emploi agricole, avec 4% de l'emploi total contre 2,6% au niveau national. On a 35 000 chefs d'exploitation, 80 000 salariés. Donc, l'emploi agricole en Pays de la Loire est quelque chose d'assez essentiel, avec l'évolution des structures d'exploitation, l'évolution des modes de production, le vieillissement des actifs, la problématique de l'emploi salarié dans les exploitations devient réelle, avec pour corollaire des problèmes de recrutement tant quantitatifs que qualitatifs. Donc, l'objet de ce travail, c'est vous montrer justement les besoins en emploi, besoins sur l'emploi salarié permanent et les compétences recherchées. Donc, nous avons étudié 9 filières. La viticulture, l'arboriculture, les cultures légumières, l'horticulture pépinière, l'élevage bovin-lait, l'élevage bovin-viande, l'aviculture, l'élevage porcin et l'agroéquipement. Donc, la démarche prospective a reposé sur une analyse quantitative et qualitative de l'emploi, en tenant compte des paramètres sociaux, techniques, économiques et réglementaires. Et nous avons travaillé en mobilisant des professionnels et experts sur les 9 filières étudiées. Nous sommes basés sur des données pour l'emploi et tout ce qui est données de cadrage socio-économique, sur des données MSA, DRAF, Chambre d'agriculture, Pôle emploi, OCAPIAT, région, et puis toutes les données fournies par les filières étudiées. Et donc, cette étude a pu voir le jour aussi grâce au soutien financier de la Directe et de la région Pays de la Loire. Donc là, je vais rentrer dans l'analyse. Alors, je vais vous présenter une synthèse globale des 9 filières. Vous pourrez retrouver en fin de document, en fait, la synthèse de la prospective. On a fait un document synthétique, en fait, et vous avez une feuille par filière. Vous allez retrouver les détails. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est une synthèse globale. Donc, on a travaillé sur 4 axes. Alors, il y a tout d'abord l'évolution des marchés. Donc, on est resté sur l'hypothèse d'un maintien du potentiel de production en grande culture, en production de lait bovin, avec un maintien du volume régional, mais quand même des baisses, des disparités entre départements, c'est-à-dire baisse de la production en Loire-Atlantique et en Vendée. Un maintien en élevage, en production de viande porcine, en culture légumière également, avec une demande accrue sur l'origine viande, une demande soutenue en production de concombres et tomates, une stabilisation des marchés en arboriculture, et puis en viticulture, un maintien des volumes en Maine-et-Loire, mais diminution sur le vignoble nantais. Une évolution différenciée selon les segments de marché en horticulture pépinière, c'est-à-dire que tout ce qui est vente aux collectivités, particuliers, e-commerce, on va être sur une augmentation, mais par contre une baisse du marché pour les ventes auprès des grossistes et des GMS. Et idem, une évolution différenciée selon les espèces en aviculture, c'est-à-dire qu'on a toujours un marché qui est tiré vers le haut pour la production de poulet, mais baisse du canard et stabilité sur les autres espèces.
Et puis, on a posé l'hypothèse aussi d'une baisse de la production de viande bovine. Alors là, ce qui ressort, c'est la baisse de la consommation de viande et puis des prix de marché très peu attractifs, donc qui font baisser la production dans les exploitations. Et globalement, sur toutes ces filières-là, on observe un développement des productions sous signe officiel de qualité, c'est-à-dire agriculture biologique, haute valeur environnementale, label, etc. Donc ça, c'est une tendance forte aussi d'évolution des marchés. Concernant l'évolution des structures, on poursuit la restructuration et la modernisation des exploitations. Donc ça engendre en fait une baisse du nombre d'exploitations et une augmentation de la taille des structures, avec une amélioration de la productivité, une mécanisation, automatisation. Mais l'agrandissement, on observe quand même des effets seuil, souvent liés aux facteurs humains et à la capacité à gérer des grosses structures, en fait, et ce facteur risque, en fait, humain, et la gestion des risques sur les structures trop importantes. On observe aussi un éclatement des modèles en termes d'installation. On a des installations sur des petites structures avec des ventes en circuit court. On aura des reprises de surface par des grosses structures. On aura des structures qui ne seront pas reprises parce qu'on a des outils vieillissants. On pourra aussi avoir des arrêts d'ateliers ou des changements d'orientation au sein des exploitations en cours de carrière professionnelle. Voilà. Donc, en fait, on n'a plus une linéarité dans l'évolution des structures, des exploitations. On a différentes évolutions en fonction des modèles existants. En termes de surface, liée en lien avec l'évolution des marchés, une baisse des surfaces en horticulture pépinière. Bon, là, on l'avait déjà constaté à l'horizon 2020, ça se poursuit à l'horizon 2025. En arboriculture aussi, et puis en viticulture sur le vignoble nantais. Alors en arboriculture, c'est plutôt une baisse de la production de pommes, les surfaces dédiées aux pommes, et une augmentation des surfaces dédiées aux vergers de pois. Poursuite de la délégation aussi externe des travaux agricoles, c'est-à-dire les travaux faits par des entreprises de travaux agricoles ou des CUMA, notamment dans les exploitations d'élevage, et puis développement des prestations de services, notamment en aviculture et puis en viticulture. Et puis évolution des modes de production, alors notamment en lien avec l'évolution du contexte environnemental et de l'attente sociétale. Troisième point, c'est sur le renouvellement des chefs d'exploitation. Donc, on est sur un taux prévisionnel variant de 30 à 60% selon les filières et une compensation de la main-d'œuvre exploitant qui n'est pas renouvelée par une main-d'œuvre exploitant, par de la main-d'œuvre salariée. Donc, selon les filières, on a un remplacement ou pas. Donc, ça va de 0 à 2 ETP salariés en fonction. Et le dernier point, c'est sur le renouvellement des salariés permanents. Donc, on s'est basé sur un taux prévisionnel de départ en retraite et de départ de la filière, du secteur étudié. Donc ça, ce sont des chiffres, des données, des taux qui ont été calculés à partir des données MSA. Donc ça varie pour les taux de départ en retraite de 2,23 à 3,45% et des départs du secteur de 8 à 18%. Et puis, on a, en fonction des filières, mis des scénarios emploi, donc un maintien de l'emploi permanent en élevage bovin, en élevage avicole, en viticulture Loire-Atlantique, en maraîchage, une progression de l'emploi en agroéquipement, en maraîchage sous serre, en viticulture Maine-et-Loire, en arboriculture et en élevage porcin, et une diminution de l'emploi en horticulture pépinière, on est à moins 3,5% par an. Donc, vous avez le détail des évolutions dans la synthèse, le document de synthèse. Et donc, au final, non, alors attendez, là, je me trompe. Hop, je reviens là-dessus. Et au final, donc, nous avons un besoin annuel en salariés permanents de 2418 salariés, enfin 2500, hein, on va arrondir, salariés permanents. Pour mémoire, pour la prospective 2020, on était à 2000 salariés. Donc, on a toujours quand même une dynamique de l'emploi en production agricole qui se poursuit.
Ce besoin sera satisfait à 50% par des nouveaux salariés, c'est-à-dire des jeunes diplômés ou des personnes qui ne travaillent pas actuellement dans le secteur agricole. Donc, pour la prospective 2020, on était à 45%. Donc, ce taux augmente. Sachant que les autres sources de recrutement, on est sur des salariés de la filière qui sont en CDD et qui passent en CDI, ou des salariés d'autres secteurs agricoles qui étaient en CDD ou en CDI, qui passent permanent dans la filière. Et donc là, s'affiche à l'écran donc le détail par filière du besoin d'emploi. Donc avec un besoin plus important en filière d'élevage, puisque 70% de nos exploitations sont des exploitations d'élevage en village. Donc mathématiquement, on a plus de besoins dans ces structures. Et je vous ai mis aussi pour mémoire le besoin annuel en salariés CDD sur les 9 filières étudiées. On est autour de 50 000 salariés en CDD. Alors, saisonniers, donc moins de 30 jours de contrat, ou CDD longue durée. Voilà, donc présenter un peu rapidement les premiers éléments. Est-ce que on peut faire un temps de partage de questions-réponses, Marie-Josée? Alors, il y a déjà, merci déjà pour cette première présentation. Il y a déjà une première question. Est-ce que ce travail a été réalisé en Bretagne? Est-ce qu'il y a eu la même chose en Bretagne? En Bretagne, donc il y a un observatoire aussi régional de l'emploi salarié, mais je ne sais pas si cette approche de cette façon-là, je ne pense pas qu'elle ait été faite. Elle a peut-être été faite par filière, par les filières professionnelles. Je sais qu'en port, il y a ce travail qui a été fait, alors qui n'est pas forcément réactualisé là aujourd'hui, mais qui est en cours de réactualisation. Mais il n'y a pas forcément ce travail-là dans le même détail. D'accord, merci. Il y a des travaux qui sont faits. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de l'ANEFA Bretagne, il y a déjà des travaux quand même qui sont faits sur les besoins d'emploi quand même. Alors, là, en fait, on a une autre question. Est-ce que les supports vont être mis? Les supports vont être transmis à l'issue du webinaire. Un nouveau message. N'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de chat. Quelle est la part donc, de salariat occupé par des personnes non qualifiées en agriculture? Ça, c'est complexe. Je n'ai pas d'éléments de réponse là. Ce qu'on peut dire quand même, le fait, on va le voir là dans la diapo suivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne forme pas assez comment dire, on forme pas assez de jeunes diplômés dans le secteur agricole pour satisfaire les besoins. Donc, on va se retourner vers des adultes en reconversion et des demandeurs d'emploi qui n'ont pas forcément les qualifications requises. Donc, c'est vrai qu'après, dans ces cas-là, effectivement, on s'adresse à des personnes qui n'ont pas de formation agricole et qu'on va devoir qualifier. Après, la proportion, c'est difficile à calculer comme ça. Sur les 2500 besoins en emploi salarié, enfin, on en a 1200 1000 qui sont formés. Donc, on pourrait supposer que les 1500, voilà, doivent être trouvés à l'extérieur. Alors, il y a un élément de réponse apporté par l'ANEFA de la Sarthe. Les non qualifiés sont surtout saisonniers pour débuter. Est-ce que ça, oui, c'est un élément de réponse? Oui, c'est ça. Ouais. Et justement, pour rebondir là-dessus, on voit bien que dans les filières en végétal spécialisé, donc arboriculture, horticulture, pépinière, etc., le recrutement pour devenir salarié permanent, il se fait beaucoup sur les salariés saisonniers. 50%, entre 40 et 50% du recrutement se fait sur les salariés CDD dans le secteur. Alors qu'en filière d'élevage, par exemple, où il y a moins de saisonniers, on va être obligé d'aller chercher des salariés à l'extérieur. Alors, on a une autre question sur comment les salariés sont-ils recrutés? Pôle emploi, bouche à oreille. Est-ce qu'on la traite maintenant, cette question, ou plus tard? On peut la voir un peu plus. Enfin, on peut y répondre aussi dès aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché de l'emploi lisible, il est à hauteur de 20% de ce que l'on peut. Enfin, les offres d'emploi qu'on affiche, on est à peu près, par exemple, sur l'ANEFA Pays de la Loire, avec la Bourse de l'emploi, l'agriculture recrute, on est autour de 1800 offres proposées, alors sans compter les saisonniers. Donc, on est loin des besoins d'emploi, des offres d'emploi possibles.
quand on regarde le nombre de CDI, alors là, quand je dis qu'on va recruter 2500 salariés, le besoin annuel en salariés permanents est de 2500, lorsqu'on regarde les chiffres MSA sur le nombre de nouveaux CDI, on est plutôt autour de 5000 contrats CDI par an. Hein, voilà. Donc, on n'a pas 5000 offres d'emploi CDI sur nos. Voilà. Donc, c'est pour ça que la lisibilité de l'offre, elle est pas complète. On dit qu'on fait 20 à 30% du marché de l'emploi, un peu comme pour Pôle emploi, hein, je suis à peu près dans les mêmes taux. Donc, il y a encore pas mal de bouche à oreille. Et puis, du recrutement via les exploitations, via les saisonniers. En fait. Merci. Avez-vous des données sur la part d'emploi des femmes et le possible travail de diversification des choix féminins? Et alors, le travail des femmes, alors vous aurez aussi, on fait tous les ans aussi une mise à jour de l'Observatoire régional de l'emploi. Donc, vous aurez cet observatoire sur le site de l'ANEFA. Les femmes représentent 40% de l'emploi salarié. 40%, sachant qu'elles sont à 60 principalement sur les métiers en culture spécialisée, c'est-à-dire maraîchage, oui, horticulture pépinière, maraîchage. D'accord. Alors, il y a une question, donc c'est Marie-Laure Genevoix de la région qui pose cette question par rapport à la diversification des femmes. Est-ce qu'il y a des possibilités de travail sur la diversification des choix féminins menés notamment sur le vignoble? Alors, c'est-à-dire, après, en fait, tous les métiers sont accessibles à l'emploi féminin. Enfin, il n'y a pas de. Aujourd'hui, il n'y a pas de contraintes, je dirais, physiques qui auraient pu exister il y a 10-20 ans. Avec la mécanisation, en fait, aujourd'hui, tous les métiers de la production sont accessibles aux femmes. Alors, c'est vrai que, par exemple, en agroéquipement, on a aujourd'hui quand même moins de femmes. Voilà. Ça, c'est plus historique, mais aujourd'hui, rien n'empêche une femme de conduire des engins. Voilà. Ça progresse régulièrement, en fait. Donc, historiquement, on était plus sur des cultures spécialisées, la main-d'œuvre plus saisonnière ou à temps partiel. Mais ça tend à évoluer vers plus d'emplois féminins dans les élevages, plus d'emplois qualifiés. Donc, c'est quelque chose auquel on peut insister, et notamment pour des adultes en reconversion. En fait, aussi. On peut avoir un public féminin intéressé par ces métiers-là. Alors, une autre question. Pour le besoin annuel, vous dites que 50% sont des nouveaux salariés et le reste, en fait, qu'est-ce que... Oui, alors le reste, alors justement, le reste, c'est soit des salariés qui étaient déjà dans le milieu agricole, alors soit dans la filière étudiée, par exemple, je dis en maraîchage, j'étais déjà saisonnier en maraîchage et je passe salarié permanent en maraîchage, soit j'étais salarié dans le secteur arboricole, par exemple, et je deviens salarié permanent en maraîchage. Donc les autres, enfin, il y a 50% qui sont hors secteur agricole, on peut dire, et 50% qui sont déjà dans la filière agricole, mais en CDI ou en CDD, en fait. Voilà. C'est des gens qui sont déjà dans la filière. Donc, ça veut dire que pour nous, c'est 50% de nouveaux salariés, c'est-à-dire soit c'est des jeunes diplômés, soit ce sont des adultes en reconversion, des demandeurs d'emploi qui vont venir travailler dans le secteur agricole. Alors, peut-être une dernière question. Quelle est la part des salariés migrants main-d'œuvre étrangère, hein? Alors là, on n'a pas. Donc, sur la filière étudiée, sur les filières étudiées, alors, je n'ai pas. Je retrouve mon dossier. On n'a pas dans les chiffres là, de l'ANESA, on n'a pas tout ce qui est travailleurs étrangers détachés, c'est-à-dire les prestataires de services qui font appel à de la main-d'œuvre étrangère. Elles ne sont pas comptabilisées dans les effectifs MSA. Donc, on n'a pas tout ce pan du travail salarié. Par contre, on a les emplois, comment dire, les salariés qui sont embauchés directement par des salariés étrangers embauchés directement par les exploitations. Et c'est autour de 4000 salariés saisonniers.
Donc, sur les 28 700 salariés saisonniers, on en a 4 à 5 000 qui sont des travailleurs étrangers, recrutés directement par l'exploitation agricole. Donc, ils ont un contrat directement avec l'exploitation agricole. Donc, ils ne sont pas comptabilisés, là, les prestataires de services. Alors, il nous reste peut-être encore une question. Quelle est la part des salariés qui s'installent? Ça, je n'ai pas cette donnée-là. Et le niveau de compétence recherché par secteur, alors on va peut-être le voir, on va le voir juste là après. Juste après. Et puis on avait, alors dans le maraîchage, la main-d'œuvre en agronomie et chef d'atelier sont très compliquées à trouver. Comment faire pour remédier cela au vu du nombre d'emplois disponibles, d'offres d'emplois disponibles? Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure après dans les pistes de réflexion. Eh bien, là, en fait, je vous propose de continuer à poser vos questions dans le chat et puis qu'on avance sur la question justement de métiers et compétences. Oui, je vais juste préciser que là, les 9 filières qui ont été étudiées, elles représentent que 70% des emplois salariés. C'est-à-dire que là, on a traité que vraiment les filières spécialisées. Donc, on ne sont pas couverts, par exemple, tout ce qui est polyculture élevage. Lorsqu'on a une exploitation avec plusieurs ateliers, où il n'y a pas d'atelier dominant, on n'a pas tenu compte de cet emploi salarié. Donc, voilà, donc 2500, on est sur la fourchette basse. Voilà. Donc, si on passe sur la partie justement adéquation emploi-formation, donc en fait, ce que j'ai pu déjà un peu aborder, c'est que si on rapproche le besoin en nouveaux salariés, donc les 50% des 2500 salariés à peu près, en nouveaux salariés permanents, avec les effectifs de sortants actifs. Alors, effectifs de sortants actifs, ce sont le nombre de diplômés de la formation agricole qui sont disponibles pour un emploi dans le secteur de la production agricole. C'est-à-dire que la formation agricole, par exemple, je prends un BTS, par exemple, ou un bac pro. Un bac pro, donc déjà, un bac pro, il est en année terminale bac pro. Alors, certains vont continuer des études en BTS. Donc, il y a une partie qui continue ses études, une partie qui dit je suis disponible pour travailler, pour être inséré professionnellement. Et dans cette partie qui est insérée professionnellement, certains vont travailler dans des exploitations agricoles, mais d'autres vont travailler pour les services à l'agriculture, style, par exemple, coopérative agricole, voilà, etc. Donc, quand je dis sortant actif, c'est bien des personnes, des jeunes diplômés qui travaillent dans le secteur de la production agricole. Donc, quantitativement, quand on compare les sortants actifs et puis les besoins de nouveaux salariés, déjà, on a un différentiel entre les quantitativement et surtout qualitativement, c'est-à-dire qu'on forme plus de niveau 3, c'est-à-dire des niveaux CAP par rapport aux besoins. Et il nous manque des niveaux 4 et des niveaux 5. Niveau 4, bac pro, niveau 5, bac plus 2. Et en fait, parce que 60 à 100% de nos besoins en compétences pour les salariés permanents sont sur des niveaux qualifiés et hautement qualifiés. Donc là, vous avez le détail par filière de cette répartition des besoins salariés permanents. Donc en fait, on n'a pas vraiment d'évolution notable dans les métiers entre l'industrie prospective 2020 et 2025. Ce sont à peu près les mêmes métiers, mais avec une évolution vers plus de technicité, d'autonomie, d'adaptabilité, en lien avec l'évolution de nos structures d'exploitation et des modes de production. Donc, c'est pour ça qu'on monte aussi en niveau compétences, enfin en niveau qualification. Qualifié, hautement qualifié. Voilà, donc là, je vous propose éventuellement, si vous avez aussi des questions par rapport à cette approche compétences, sachant que vous retrouverez dans la synthèse aussi un descriptif de tous les métiers par filière avec les compétences associées. Alors, une question de Pascal Labbé. Niveau 3, c'est Bac plus 2 et 5 CEP, CAP. Repréciser les niveaux de formation. Alors, niveau 3, c'est la nouvelle classification. Donc, on inverse par rapport à ce qu'on avait l'habitude. Donc, le niveau 3, on est bien niveau CAP, BP. Niveau 4, niveau bac. Et niveau 5, c'est bac plus 2 et bac plus 3. Non, bac plus 3, on doit être à niveau 6. Merci pour cette présentation, ce complément sur l'emploi-formation. Poursuivez vous pouvez continuer à poser des questions.
et on va accueillir Monsieur Pascal Jousse, président de la commission paritaire régionale emploi. Et, bonjour. Bonjour. Et donc qui va intervenir plus sur la vue, en fait, sur les besoins en formation. Vous allez intervenir plus sur les besoins en formation. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Ouais, bonjour Pascal. Donc, pouvez-vous en quelques mots vous présenter ainsi que votre entreprise? Oui, disons que je suis une entreprise donc, installée dans la Sarthe, au sud du Mans. Donc, c'est un GAEC, hein, 2 associés. Production polyculture élevage, donc vache laitière avec un robot de traite, des volailles labels de louer, des cultures pour nourrir tous ces animaux-là et une production aussi d'énergie renouvelable. On a aussi donc sur l'exploitation de la main-d'œuvre avec cette année on a 2 apprentis. On a aussi j'ai recours aussi au service de remplacement pour me faire remplacer ou m'associer pour tous les mandats professionnels et nos congés pris tout au long de l'année. Et puis on accueille aussi des stagiaires en formation agricole sur l'exploitation. Donc, sur mes responsabilités, donc, je suis, comme vous le disiez, président de la CBRE et président aussi des services de remplacement du département de la Sarthe et puis quelques responsabilités syndicales aussi sur le département. D'accord, merci Pascal. Et donc, un peu la question, c'est que lorsque vous avez besoin de salariés ou si vous recrutez des apprentis, quels sont les profils attendus ou les compétences recherchées pour votre exploitation? Alors, sur mes apprentis, moi, c'est souvent des niveaux bac, hein, ou bac plus 2. Donc, c'est une catégorie que j'aime bien recevoir. Souvent, on accueille des apprentis qui sont vraiment en découverte aussi de la production. Et donc, de les accompagner pendant les 2 ou 3 ans de formation qu'ils vont avoir une fois à l'école, une fois sur l'exploitation, pour vraiment leur faire découvrir toute l'évolution et l'apprentissage des différentes productions sur l'exploitation. Oui, quelles sont les compétences que vous recherchez en fait pour votre exploitation? C'est vraiment une compétence d'autonomie au bout de la formation, hein, c'est savoir qu'ils puissent se débrouiller, conduire du matériel, avoir une connaissance des productions de l'exploitation. En fait, qu'ils arrivent à aussi gérer, pouvoir me remplacer si on n'est pas sous l'exploitation. Donc, je pense que c'est aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, une des catégories qui sont les plus, on va dire, la demande qui est la plus importante en polyculture élevage. Oui, d'accord. Ouais. Donc, sachant que ces compétences, elles trouvent preneur en fait à l'issue de la formation. Pour vous, par rapport à votre expérience de formation d'apprentis, les apprentis ont trouvé facilement un travail suite à leur formation sur ces profils-là. Oui. Disons que moi, ça fait presque 20 ans que je prends des apprentis donc, sous l'exploitation. Donc, beaucoup, pratiquement, je peux peut-être dire tous, je n'ai pas de connaissance depuis 20 ans de tous les apprentis, mais pratiquement tous les apprentis qui sont passés par l'exploitation ont tout de suite retrouvé un travail derrière, soit dans des exploitations voisines ou sur le département, ou dans des entreprises de travaux agricoles aussi, ou des CUMA. Et d'ailleurs, mon premier apprenti que j'ai eu sur l'exploitation, c'est mon associé aujourd'hui. Donc, ça fait 15 ans qu'on est associés ensemble. C'était un jeune apprenti qui était venu hors du milieu agricole et qui est aujourd'hui chef d'entreprise avec moi. D'accord. Et donc, du coup, quels sont aujourd'hui les problèmes rencontrés par rapport au recrutement d'un salarié? Quels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui selon vous? C'est surtout on sent qu'il y a quand même une tension sur le marché du travail qui est là, hein, pas forcément que pour le monde agricole. Donc forcément, on retrouve un peu. Alors, pour recruter des apprentis, forcément, je trouve que c'est un peu plus facile parce que moi, tous les ans, j'ai de la demande et je suis obligé de refuser pour accueillir, parce que je ne peux pas en accueillir non plus plus qu'il ne faut. Mais on voit bien, pour s'occuper des services de remplacement, on a quand même une tension qu'on ne connaissait pas il y a quelques années pour recruter des salariés.
Et là, depuis quelques années, vraiment, on a vraiment une tension de recrutement. Et donc, c'est de trouver vraiment des… On a on a des demandes, hein, on trouve du monde, mais c'est le manque de compétences qui est pas là. Donc, il faut aussi pouvoir les accompagner, surtout pour les services de remplacement, parce qu'on est quand même sur des délégations de travail qu'il faut… Eh bien, quand on remplace un agriculteur, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain sur l'exploitation. Et donc, il y a vraiment des compétences à avoir pour le salarié. D'accord, oui. Donc, c'est plus un problème de compétences que éventuellement, vous avez des candidats, mais en fait, c'est l'adaptation aux compétences. Et du coup, comment vous faites pour que ces salariés atteignent les compétences recherchées? On a plusieurs. Oui, oui. Après, on arrive à avoir des candidats parce que aussi faut mettre les moyens aussi pour les trouver. Hein. Donc, c'est aussi du travail administratif où on a du personnel qui est dédié aussi pour animer ce réseau-là et puis trouver, faire connaître. Il faut aussi parler positivement de l'agriculture. Il faut donner envie aussi aux gens de venir travailler dans le monde agricole. Et après, trouver les salariés, c'est aussi, on essaye comment je veux dire, trouver leur statut, trouver que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, hein, tous les adultes aussi, c'est de les accompagner avec nous dans les différentes méthodes. Hein, les services de remplacement, on peut accompagner le salarié en forme de tutorat, par exemple, dans les services de remplacement, c'est-à-dire on a des agriculteurs qui sont dédiés sur certains services de remplacement pour évaluer un peu le salarié, lui montrer que ça permet de voir aussi ce qui manque comme compétences sur certaines productions, parce qu'il peut connaître une production facilement, que ce soit de la vache allaitant, de la vache laitière ou de la volaille, mais il va manquer peut-être une compétence sur certains domaines, et donc c'est après à lui proposer un accompagnement sur la compétence qui lui manque. Oui, d'accord. Ok. Merci Pascal. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Il y a pas mal de questions là. J'ai vu apparaître à l'écran. Ce que je vous propose, c'est de revenir en fait en lien avec ce qu'a pu présenter Pascal. C'est de revenir un peu sur les conclusions aussi de nos différents groupes de travail qui illustrent en fait, qui vont illustrer en fait aussi les propos de Pascal. Donc, je me remets. Merci Pascal. On reviendra. Ouais, parce qu'il risque d'avoir des questions partagées. Je reviens sur. Donc, par rapport à ce que soulevait Pascal, donc il y a notamment tout ce qui ressort, c'est la formation des futurs salariés, et notamment pouvoir développer la modularisation des formations au sein des centres de formation. Donc, comme on a pu le voir, on peut avoir des jeunes issus d'un niveau CAPA qui, pour accéder au niveau de compétences recherchées par les entreprises, et qui ne sont pas en capacité à suivre un bac pro, par exemple, de pouvoir quand même suivre des modules professionnels, monter en compétences. On a aussi l'objectif de renforcer la pratique professionnelle des jeunes issus de formation initiale. Alors là, je crois qu'on l'a vu passer un peu sur une question sur est-ce que les jeunes formés est-ce que le niveau de formation correspond aux compétences requises? En fait, ce qui ressort après des entretiens auprès des professionnels, c'est de dire à l'issue d'une formation, le jeune peut manquer de pratique professionnelle. Donc, soit le jeune est formé en alternance, dans ces cas-là, comme pour les salariés, enfin, comme pour les apprentis chez Pascal, donc ils ont à la fois une approche des besoins comment dire, je vais tout dérouler parce que voilà, le développement de la formation en alternance qui permet de répondre aux besoins en qualification théorique et pratique. Voilà. Donc la modulation des formations, ça permet quand même aussi à des jeunes issus de formation agricole de suivre, par exemple, un module conduite d'engin, par exemple, conduite de matériel. Des fois, ça peut bloquer pour l'insertion professionnelle. La modulation de formation, ça permet aussi de continuer la montée en compétences des salariés en activité dans les entreprises.
Et puis, on l'a abordé aussi, tout ce qui est formation, intégration des demandeurs d'emploi ou d'adultes en reconversion qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui doivent suivre aussi des formations. Donc, leur objectif, ce n'est pas forcément d'aller vers un diplôme, mais plutôt d'acquérir une pratique professionnelle. C'est aussi, dans ce qu'a évoqué aussi Pascal, c'est continuer à accompagner les employeurs dans la formation continue individuelle de leurs salariés et de leurs futurs salariés. Donc, il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs de formation pour intégrer un salarié dans son exploitation. Donc, je pense au dispositif Pôle emploi ou au CAPIAT. Mais c'est aussi au centre de formation à pouvoir aussi aider à proposer des modules de formation pour que l'employeur puisse envoyer ses salariés en formation tout au long de leur carrière professionnelle. Et puis, c'est continuer aussi à poursuivre la formation et l'intégration des demandeurs d'emploi et d'adultes en reconversion dans notre secteur. Donc là, je fais référence notamment au dispositif AgriMove. Vous aviez eu il y a quelques semaines un webinaire sur le dispositif AgriMove, qui est un parcours opérationnel de présentation des métiers de l'agriculture, enfin sensibilisation aux métiers de l'agriculture, qualification et insertion dans l'emploi. Donc, à travers ça, on va aborder. Alors, j'ai vu une question là sur la mobilité justement des futurs, des demandeurs d'emploi ou des adultes en reconversion. Donc, ça, c'est des choses qui sont vues dans le dispositif AgriMove en lien avec les prescripteurs de l'emploi. Donc, voilà les éléments. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions éventuellement suite à cette présentation? Alors, c'était plus des questions sur ce qui avait été dit précédemment. Les remplaçants peuvent-ils avoir des équivalents temps plein ou bien alternent-ils avec des périodes de chômage? Alors, c'était plus une question pour Monsieur Jousse dans ce cas-là, je crois. Oui, alors, sur les services de remplacement, évidemment, on a beaucoup plus de CDD que de CDI, mais l'objectif est vraiment d'avoir de plus en plus de CDI pour proposer aussi un emploi stable à nos salariés. Donc, forcément, les services de remplacement, on ne connaît pas le travail on ne connaît pas l'avenir du travail qu'il va y avoir. Quand il y a des accidents, des maladies, ça, c'est pas forcément prévu à l'avance dans le remplacement des agriculteurs. Donc, on essaie de travailler de plus en plus pour proposer quelque chose aux salariés, vraiment quelque chose de... On a plusieurs solutions. On a l'utilisation aussi du temps de travail, qui est un bon moyen aussi pour, dans les périodes, c'est un peu plus creux, voilà, puis le salarié rattrape ses heures dans l'année. On a aussi vraiment certains CDD, aussi envie de travailler n'ont pas envie d'avoir forcément du temps complet parce qu'ils ont autre chose à côté. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes différentes. Alors, il y avait une autre question aussi. Travaillez-vous avec les centres de formation? Est-ce que vous... Alors, avec les apprentis, forcément, puisqu'on a tout au long du parcours de formation des apprentis, on est en lien avec le centre de formation sur son parcours de formation. On a tout un processus de formation, nous, en tant que maître d'apprentissage, à accompagner l'apprenti tout au long de sa formation. Alors, il y avait aussi des questions sur la mobilité. Est-ce que vous avez des candidats, en fait, qui renoncent pour des problèmes de mobilité, pas de véhicule ou permis, difficultés financières? Avez-vous organisé des solutions de mobilité? Alors, pour les services de remplacement, non, parce qu'on n'a pas de... Évidemment, une des priorités, c'est quand même d'avoir son véhicule, avoir le permis. Et après, pour avoir une méthode, un déplacement plus facile. Donc, puisqu'il peut travailler, il peut faire parfois deux exploitations dans la journée. Donc, probablement, il y a des déplacements à faire. Donc, on a certains départements, comme le Maine-et-Loire, qui ont des flottes de véhicules à la disposition des salariés pour faciliter leur déplacement. D'accord, merci. Et puis, une question qui fait une bonne transition, je pense. Vos solutions pour rendre le métier plus attractif? Oui.
Bah là, c'est vrai qu'on travaille depuis quelques temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi qu'on donne une image positive du monde agricole. On est toujours peut-être en train le monde agricole se plaint souvent plus, est toujours en train de se plaindre, mais parce que forcément, c'est réel, c'est un fait aussi. On est là, on a des tensions sur les marchés, c'est très compliqué, comme le disait Isabelle, sur certaines productions, comme les bovins viande, par exemple. Voilà, on a des filières qui sont plus impactées que d'autres en ce moment avec la crise sanitaire. Mais voilà, le but, c'est aussi de travailler positivement. On essaye de faire des forums. Quand il y a des foires, on essaye d'aller vers le public pour se présenter, parler positivement. Bon, là, évidemment, ça va être plus compliqué en ce moment, mais moi, j'adore faire les foires, de rencontrer. On a des stands dédiés à l'agriculture. Là, on rencontre tout type de public. Et puis, on parle avec les gens, et puis donner envie aussi à tous ces gens-là de venir travailler dans notre beau métier qui est vraiment intéressant à découvrir. Donc, justement, pour faire le lien, on va... Marie-Josée passer à l'interview de Luc-Paul Prévost. Oui, donc là, l'idée, c'était de faire un témoignage, en fait, sur comment parler de l'agriculture et comment relayer l'information sur les métiers de l'agriculture, donner des pistes de réflexion et puis un témoignage sur des pratiques. D'accord, donc ce témoignage a été enregistré. Il a été enregistré, il dure 7 minutes. Et voilà. Donc, alors, bonjour Luc-Paul Prévost. Donc, pouvez-vous en quelques mots vous présenter ainsi que votre structure? Bonjour, Luc-Paul Prévost, donc secrétaire général de la CPRE. J'y siège au titre du syndicat CGC et professionnel. Je suis directeur de l'Institut rural des Mauges à Beaupréau. C'est une structure qui est sur 220 élèves, qui va être spécialisée de la 4e au BTS sur la partie production animale et sur la partie aménagement paysager. D'accord. Quelles sont sur votre territoire les attentes des professionnels, des exploitants agricoles, en fait, par rapport aux jeunes ou adultes que vous formez sur le territoire? La première de leurs attentes, c'est d'avoir d'abord des salariés qui soient autonomes, qui soient en capacité de les seconder et d'un haut degré de technicité dans certaines spécialités. Donc ce degré d'autonomie est d'autant plus réel comme sur les exploitations à petite taille, à taille humaine, et voire même quelquefois avec des salariés partagés, dont cette nécessité de les former et de les former au mieux. D'accord. Et comment, en tant que centre de formation, vous répondez à ces besoins exprimés par les professionnels? En essayant de donner du temps au temps. Aujourd'hui, on a des jeunes, là je peux parler de tous les centres de formation confondus. En formation initiale, on a des jeunes qui ne sont plus issus du milieu agricole. On a plus de la moitié maintenant ici à l'Institut, et c'est pareil dans les autres familles d'enseignement, plus de la moitié des élèves qui démarrent la formation n'ont pas de parents agriculteurs. Et il nous faut les former en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans, pour être des salariés ou des techniciens chevronnés. Donc il y a toute une pédagogie à revoir par rapport à ça. Il y a tout un lexique, il y a un accueil à leur faire, parce que c'est un monde qui leur est étranger au départ. Ils y viennent ici pour l'amour de la nature ou pour l'amour des animaux. C'est leur première motivation. Et puis ils découvrent un monde qui est différent de celui qu'ils connaissent. Même si pour la plupart ce sont des ruraux ou de néo-ruraux, mais ils ont tout ça à découvrir. On va leur donner le temps de le découvrir. Comment des visites d'exploitation, bien évidemment, des intervenants professionnels, et puis dans certains centres de formation ou dans certains lycées, on va privilégier l'alternance ou on va privilégier l'apprentissage. Ce sont 2 voies d'excellence pour amener des jeunes à l'autonomie.
Et comment vous attirez ces jeunes en formation agricole? Est-ce que vous avez une problématique aujourd'hui pour attirer ces jeunes? Là, je pense que tous les centres de formation agricole, pour la formation initiale en tout cas, sont confrontés à cette difficulté d'attirer les jeunes. Donc effectivement, on va aller dans les forums, rencontrer des jeunes dans les collèges. Mais notre métier, c'est former des jeunes. Alors aller les chercher, il faut s'en remettre aussi aux professionnels, il faut s'en remettre à la profession qui doit communiquer positivement. Il faut s'en remettre aux professionnels qui vont être présents sur les stands des forums de la Chambre d'agriculture et qui vont parler de leur métier. Qui parle mieux du métier d'agriculteur qu'un agriculteur lui-même? Et c'est ça qui fera notre force un jour, c'est que la profession se mobilise pour parler positivement de son métier et diffuser des images positives. À partir de là, quand les jeunes ou les adultes auront entendu tout l'intérêt et toute la beauté de ce métier, eh bien, ils viendront se former dans l'un des centres de formation agricole de Pays de la Loire. D'accord. Et en fait, vous parlez aussi des publics adultes, en fait, qui sont aussi une voie une voie possible aussi de reconversion vers nos métiers de l'agriculture. Donc, Oui. en termes de formation, est-ce qu'on part sur les mêmes types de formations ou des formations plus courtes? On peut très bien mettre en place pour des salariés, si on prend un chauffeur-tracteur, très bien avoir un chauffeur-tracteur en quelques semaines ou quelques mois de formation. Il aura toutes les bases pour assurer le métier de base que peut attendre un exploitant. Si on est sur de la vigne, on peut former quelqu'un à la taille, au traitement, on peut lui trouver en plus, avec la saison, la saisonnalité, on peut lui trouver une activité professionnelle pour 9 ou 10 mois dans l'année. C'est quand même pas quelque chose de neutre et on peut former quelqu'un en quelques semaines. Là, ce ne sera pas le cas chez moi, mais dans d'autres centres de formation, dans le public ou dans le privé, dans l'enseignement catholique, les maisons familiales, on peut trouver à un moment donné une formation qui peut être ouverte et qui sera ouverte aux adultes. Maintenant, la difficulté de l'adulte, c'est la mobilité. Alors là, effectivement, même si en Pays de la Loire, on a la chance d'avoir un outil de formation qui couvre quasiment tous les spectres de la production. Certains départements n'ont pas forcément les moyens leur permettant de répondre à toutes les demandes du terrain. Et on se retrouve avec des gens qui seraient intéressés, mais qui, pour des raisons de proximité, ne peuvent pas partir 100-150 km pour aller se former. Ça, c'est une réelle difficulté. D'accord. Ok. Et du coup, pour conclure aussi, vous aviez évoqué en fait dans un entretien préalable le rôle que pouvaient jouer en fait les prescripteurs aussi, emploi, formation, orientation, comme relais pour informer sur nos métiers et attirer un autre public. C'est sûr que les prescripteurs peuvent avoir ce rôle-là, à la condition qu'ils soient correctement informés. Donc là, je me retourne vers les ANEFA départementales pour les interpeller et leur dire mais qu'est-ce que vous faites pour aller vers les prescripteurs? Et les voyages en agriculture, il faut les faire, il faut les organiser. Il faut absolument que les prescripteurs, les missions locales, les centres de formation, les centres d'information et d'orientation, Pôle emploi, soient correctement informés. À partir du moment où votre conseiller Pôle emploi a eu, je dirais, les bonnes clés d'ouverture et la bonne vision de ce que peut attendre le monde agricole, il sera à ce moment-là en capacité d'orienter correctement des gens qui sont en demande d'emploi. D'accord. Très bien. Merci Luc-Paul pour votre témoignage. Donc voilà le témoignage de Luc-Paul Prévost. Et donc pour en fait synthétiser un peu ce qui avait été vu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon, parce que du coup j'ai laissé c'est bon. de retour son.
Voilà, oui. Donc, pour renforcer, en fait, c'était l'intérêt en fait de ce témoignage, c'était de montrer en fait l'importance de poursuivre et de renforcer les actions de promotion de nos métiers auprès des différents publics, hein, qu'ils soient jeunes et adultes, et rendre le secteur plus attractif. Donc, on l'a vu augmenter le flux d'élèves déjà vers la formation agricole initiale. Alors, je voulais faire un petit zoom quand même sur. Non, je me mets là. Sur l'Orientibus, je pense que vous connaissez tous cette action-là. Hein, donc, on retrouve les éléments de l'Orientibus sur le site pro de Choisir mon métier Pays de la Loire. Donc, lorsqu'on va dans Orientibus, nous, on a remis à jour dans l'annuaire des contacts les intervenants, enfin, les contacts du secteur agricole. Donc, au travers de la promotion des métiers dans les collèges, on dispose aujourd'hui d'un outil d'intervention de 45 minutes qui présente en fait c'est quoi l'agriculture et comment un jeune peut s'y retrouver éventuellement. Et puis, on accède à un portail web pour aller plus loin, donc au travers des parcours de formation, des vidéos métiers, des témoignages. On propose aussi un appui à la recherche des stages de découverte professionnelle, à la recherche de contrats d'apprentissage. Et donc, on a un contact pour chaque département. Voilà, donc n'hésitez pas voilà, à faire à avoir recours à ces personnes-là. Alors, voilà, sur mon diaporama. Augmenter aussi le taux de sortants actifs pour les métiers de la production agricole. Donc, c'est aussi, nous, à partir des personnes qui sont formées en production agricole, faire en sorte qu'ils restent aussi dans la production agricole pour travailler dans nos exploitations. Fidéliser les jeunes en formation et les salariés dans les entreprises. Et puis, attirer un public non issu du milieu agricole et une meilleure connaissance de nos secteurs par les prescripteurs emploi, formation, orientation. Et là, on va retrouver aussi les actions AgriMove qui vous ont été présentées il y a quelques semaines, quelques jours, puisqu'en fait, au travers d'AgriMove, on a aussi des voyages en agriculture ou des infos collectives pour les prescripteurs dans chaque département. Donc ça, c'est fait 1 à 2 fois par an, enfin au moins 1 fois par an pour les amis. Alors, on a... Pardon. Ouais, juste peut-être une question sur le partenariat avec les missions locales, les points information jeunesse. Comment vous travaillez? Comment vous relayez l'information auprès de ces structures? Alors après, c'est plus au niveau des départements. Donc en fait, vous devez être aujourd'hui déjà identifié comme partenaire AgriMove. Alors AgriMove, donc on a 4 départements où la coordination se fait avec la NEFA. Et puis en Loire-Atlantique, la coordination est faite par la Chambre d'agriculture. Donc normalement, dans chaque département, chaque point info jeunesse, mission locale, Pôle emploi, ont l'information. Alors si vous ne l'avez pas, effectivement, merci de me laisser vos coordonnées pour qu'on vous puisse vous relayer l'information. Mais normalement, chaque département doit avoir tous les contacts des prescripteurs. Et puis une autre, alors c'est plutôt une remarque, les dispositifs de préparation intégrés Prépa-Rebond et Prépare-Avenir travaillent avec AgriMove pour faire découvrir les métiers de l'agriculture, c'est un peu ce qui a déjà été dit. Et il y a une question, pourquoi la mesure l'ADEMA a disparu? Bon dispositif pour la sensibilisation métiers agricoles. Oui, alors donc ça c'était un dispositif qui était financé à l'époque, je parle par le FAFSEA, donc c'était l'ancien OCA de la branche agricole qui est devenu OCAPIAT aujourd'hui. Et donc il y avait plus avec la nouvelle loi, enfin sur la réforme de la formation professionnelle, je pense que ce financement n'était plus possible. Par contre, au niveau de la région Pays de la Loire, a été mis en place avec la région, dans le cadre de Visa Métiers, quelque chose qui s'assimile en fait à ADEMA, qui s'appelle Tremplin, qui est un temps de formation et un temps passé en entreprise pour valider son projet professionnel en agriculture.
de 4 semaines. Donc, ce tremplin, ce parcours tremplin est activé en Maine-et-Loire, en Loire-Atlantique et en Vendée, et on pense qu'il sera activé aussi en Mayenne et en Sarthe. Ce sera intéressant qu'il soit activé. Donc ça permet aussi c'est une voie d'entrée aussi pour conforter son projet professionnel en agriculture et avoir un premier niveau de compétences. On va peut-être poursuivre, puis on verra. Oui, après, en fonction du temps qui nous reste, ouais, voilà. donc, je voulais refaire. Donc, pour en savoir plus, donc, vous avez le lien vers la synthèse prospective. Donc voilà, donc là c'est tout pour Marc Calamio, mais donc ce que je disais, donc vous avez pour chaque filière un état, les données de cadrage, un état des lieux de la filière aujourd'hui, les hypothèses et scénarios d'évolution pour la filière, avec la résultante en termes de besoins annuels en emploi, avec les pistes de réflexion associées au groupe, et puis un tableau sur les métiers et les besoins en compétences pour les salariés permanents, avec les intitulés métiers, les compétences recherchées et les besoins, la répartition des besoins en salariés permanents selon les compétences recherchées. Donc ça, vous avez ça pour les 9 filières. Et puis, vous avez également un zoom sur les effectifs en année terminale en formation agricole initiale et continue, avec une évolution entre 2011 et 2019, entre les deux perspectives, en fait, comment on a évolué. Et puis, un tableau de synthèse des différentes données filières, et puis les conclusions, voilà, pression des méthodes. Et donc, vous retrouvez l'ensemble de ces documents donc, sur le site de l'ANEFA Pays de la Loire. Donc, vous retrouvez le livret à consulter et vous avez aussi le format PDF à télécharger si vous le souhaitez. Super. Et donc, on a des exemplaires aussi, on en a imprimé quelques-uns, donc on fera la distribution, entre guillemets, dans les départements. Et n'hésitez pas à vous faire connaître si vous voulez aussi des exemplaires papier. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il y a des questions. Pourquoi dans Choisir mon métier Pays de la Loire, il n'y a pas le mot-clé agriculture pour la recherche de formation? Alors en tant que Carrefour, je peux peut-être répondre, c'est que l'agriculture, c'est surtout des spécialités de formation. Et donc on peut par famille de métiers, sur la famille de métiers, accéder aux recherches de formation. Je dois vous quitter. Merci, très intéressant. Voilà. Moi, j'avais juste une dernière question pour finir. C'était donc cette présentation qui s'est faite à l'échelle régionale. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle puisse se faire en local et que ce soit présenté à un groupe constitué et que ce groupe travaille sur comment justement relayer cette information auprès des publics? Est-ce que c'est des choses qui peuvent s'envisager? Alors tout à fait. Donc là, on va sortir les données. Là, les données sont au niveau régional, effectivement. Donc on a la possibilité de les sortir au niveau départemental. C'est ce qu'on va faire là, dans les jours qui viennent. Et donc, en fonction des besoins, on peut très bien organiser des réunions en local, alors local départemental, c'est-à-dire qu'on ne va pas descendre à l'échelle d'un bassin d'emploi. Les données ne sont pas assez fiables, j'ai des données à l'échelle de canton, mais après, voilà, quand on descend, c'est un peu plus compliqué. Par contre, on peut, en fonction de la zone ciblée, on peut voir les problématiques. Je dis, par exemple, il y a des zones où il y a peut-être plus d'élevage bovin viande ou de viticulture, etc. Donc, on peut orienter aussi l'analyse sur ces secteurs dominants. Mais on va descendre à l'échelle départementale, donc on aura ces données-là. Alors, un nouveau message. Isabelle, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez qu'on poursuive en répondant aux dernières questions? Ou est-ce qu'on garde ces questions du chat et vous y répondiez ensuite par un mail général? Comme vous voulez, on peut répondre là si on peut prendre encore 5 minutes si les gens ne sont pas…
Alors, il y a une question, qui prescrit le dispositif tremplin? Là, c'est Pôle emploi, je crois, avec Visamitié, c'est sur les formations prises en charge par la région pour les demandeurs d'emploi. Donc, je pense que c'est avec Pôle emploi, je pense, et puis les centres de formation référencés. D'accord. Enfin, je ne sais pas la bonne Oui, réponse. alors quelqu'un peut peut-être préciser? En attendant, y a-t-il du lien avec l'IAE, l'insertion par l'économique, et avez-vous du lien avec l'appel à projet Inclusion Ruralité? Alors moi, à mon niveau régional, non. Peut-être qu'au niveau départemental, mais je reposerai la question à mes collègues départementaux, voir comment on peut refaire du lien. Et ensuite, alors il y avait des remarques aussi sur la marque employeur, le niveau de salaire, Oui. Alors c'est quelque chose, oui, que j'ai pas remis dans la synthèse, mais on a des groupes aussi qui ont justement mis ça en avant en disant bon, on a du mal à trouver nos salariés, donc quand on les a, il faut qu'on arrive à les fidéliser et à les garder, quoi. Donc en fait, derrière ça, c'est effectivement la marque employeur, en fait. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent chez les employeurs, de se dire, effectivement, aujourd'hui, on a des tensions de recrutement, il faut que nos salariés soient attirés déjà par nos structures et puis souhaitent y rester. Donc effectivement, c'est quelque chose qui commence à être abordé, alors plus ou moins selon les entreprises, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus abordé avec les employeurs. D'accord, merci. Alors, on a quelqu'un de la Chambre d'agriculture qui nous précise que la prescription tremplin se fait en concertation avec le prescripteur pour l'emploi et le conseiller AgriMove, généralement, et à l'issue d'une découverte préalable via les voyages en agriculture. Oui, voilà. Merci. Donc, la question sur descendre à l'échelle des CLIPFOP, ça a déjà été répondu, c'est difficile. Hein. C'est peut-être justement un regard qualitatif qui peut être apporté à l'échelle du CLIFOP. Oui, voilà. Sur les données départementales, ce serait peut-être. Oui, effectivement. Oui. Ah oui. Voilà. Bah, écoutez, alors, on prend une dernière. Merci pour cette présentation. Aura-t-on l'accès à l'enregistrement de cette présentation sur l'enregistrement? Donc, tout à fait. Donc, le CARIFOREF qui nous appuie là sur cette présentation donc, a enregistré ce webinaire. Donc, l'enregistrement vous sera diffusé. Alors, toutes les personnes inscrites au webinaire recevront l'enregistrement du webinaire, le document support et puis un document d'évaluation, un petit questionnaire d'évaluation pour voir voilà, si on a bien répondu à vos attentes et si vous souhaitez avoir d'autres éléments de précision. Donc ça, vous recevrez ça cet après-midi ou dans les prochains jours. Enfin, d'ici la fin de la semaine, vous aurez tous ces éléments. D'accord. Alors, ouais, alors il y avait quand même quelqu'un, pour finir peut-être, nos questions restent sans réponse malheureusement sur la marque employeur. Est-ce qu'on peut repréciser des choses dessus juste pour terminer? La marque employeur, que dire après, c'est très lié. Alors, soit on le raisonne au niveau de l'entreprise en tant que telle, soit on le raisonne à marque employeur agriculture, enfin agriculture, élevage laitier par exemple. Voilà. Donc après, ça c'est compliqué là, à mon niveau, de répondre comme ça en 5 minutes sur cette question-là. Mais là, en fait, derrière ça, il y a aussi l'apprentissage aussi. En élevage laitier, par exemple, on est sur des très petites entreprises, souvent primo-employeurs. Donc, il y a aussi tout le travail que va faire l'employeur, l'exploitant agricole pour devenir employeur. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place aussi, qui se développe beaucoup aussi dans nos exploitations d'élevage. Et là, je mettrai en parallèle, par exemple, ça n'a rien à voir, mais par exemple, les entreprises céristes, maraîchage, par exemple, dans la région nantaise, on est plutôt sur des grosses structures. Là, on est sur une autre échelle aussi d'approche. Et là, on est sur une marque employeur, presque entreprise. Oui, entreprise. Donc, on est sur des échelles différentes. Donc, la marque employeur, elle revêt beaucoup de dimensions.
Donc, y répondre en 5 minutes, c'est compliqué. Voilà. Mais effectivement, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on se penche pour continuer à fidéliser et attirer en agriculture. Merci donc Isabelle. Je vous propose de clôturer ce webinaire en vous remerciant de votre participation. Merci à vous tous et à vous toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir.